Avez-vous déjà vu une photographie qui vous met physiquement mal à l'aise parce qu'elle ne cadre pas du tout avec l'image habituelle du monde? Imaginez une photo en noir et blanc du début du XXe siècle. Un océan infini et déchaîné. Les vagues se brisent contre des piliers de béton. L'horizon est clair, aucune terre en vue. Et au milieu de ce désert aquatique, comme un fantôme, file un lourd train à vapeur, crachant des nuages de fumée noire. Ce n'est pas un cadre d'un film fantastique, ni une graphique informatique. C'est ce qu'on appelle l'extension maritime du chemin de fer de Floride, ou, comme on l'appelle encore, la folie de Flagler. L'histoire officielle nous sert une belle fable sur la construction héroïque, la victoire de l'homme sur les éléments, sur le millionnaire génial Henry Flagler, qui a décidé de relier Miami et Key West par des rails directement sur l'eau. Mais il suffit d'activer la pensée critique pendant une seconde et de mettre de côté les manuels scolaires pour que cette image idéale commence à s'effondrer en poussière. On nous dit qu'en 1905, quand la plus grande partie de la Floride était constituée de marais impraticables grouillant d'alligators et de moustiques porteurs de paludisme, un groupe d'enthousiastes a construit 150 miles de chemin de fer, dont une partie significative traverse directement la mer ouverte. Réfléchissez à ces chiffres. Pas juste un pont sur une rivière, mais une véritable ligne ferroviaire, tracée là où la profondeur atteint des dizaines de mètres, et le fond est fait de sable mouvant et de coraux. Comment ont-ils fait cela? Avec quoi? Des pelles et des marteaux à vapeur? Regardons la vérité en face. La version officielle affirme que la construction a duré de 1905 à 1912. 7 ans. Seulement 7 ans pour ériger la 8e merveille du monde, dans des conditions où même aujourd'hui, avec toute notre navigation par satellite et notre énergie atomique, une telle construction prendrait des décennies et coûterait des trillions de dollars. On nous demande de croire que les ouvriers, dont la majorité étaient des vagabonds ou des immigrants des îles Caraïbes, mélangeaient manuellement le béton dans l'océan ouvert. Avez-vous déjà essayé de couler une dalle de béton dans votre garage? Et maintenant, imaginez que vous devez le faire au milieu de l'océan Atlantique, debout jusqu'à la ceinture dans l'eau salée, sous un soleil brûlant, pendant que passent les ouragans. Les historiens affirment que la construction a requis des millions de barils de ciment. Des millions. D'où venait-il? Au début du XXe siècle, la logistique était, disons-le doucement, loin d'être optimale. La Floride était un cul-de-sac de la civilisation. Il n'y avait pas encore de chemin de fer convenable pour acheminer les matériaux jusqu'à la côte. On la construisait justement. Cela forme un cercle vicieux. Pour construire la voie, il faut transporter les matériaux. Mais pour transporter les matériaux, il faut la voie. On nous dit que le ciment était acheminé par bateau depuis l'Allemagne et les États du Nord. Vous imaginez la flottille nécessaire pour transporter un tel volume de cargaison? Où sont les documents portuaires? Où sont les photos de milliers de navires déchargeant directement en mer? Elles n'existent pas. Il n'y a que quelques photos posées, où des gens en chemise impeccable posent devant des structures déjà terminées. Mais le plus intéressant commence quand on examine les constructions elles-mêmes. Ces gigantesques arches en béton, ponts, viaducs. Elles ont l'air d'avoir été là depuis des siècles. Regardez le célèbre pont des 7000. Ce ne sont pas de simples poutres jetées sur des pilotis. Ce sont des arches élégantes et puissantes, rappelant les aqueducs romains. La technologie de construction de telles arches exige un coffrage extrêmement complexe et surtout des fondations. Comment ont-ils réalisé les fondations au fond de l'océan en 1908? La version officielle marmonne quelque chose sur des caissons et des caisses en bois. Des caissons? À une profondeur où la pression de l'eau peut écraser un homme? Sans bouteille d'oxygène? Sans équipement de plongée profonde? On nous dit que les plongeurs descendaient au fond avec des casques primitifs et nivelaient le sol à la pelle. Vous croyez sérieusement
que des milliers de kilomètres de fondations sous-marines ont été nivelés manuellement par des hommes dont l'air était fourni par un tuyau en caoutchouc? Cela ressemble moins à un rapport d'ingénieur qu'à un mythe sur Héraclès. Il y a un autre aspect dont les guides touristiques se taisent: le coût. Henry Flagler, magnat du pétrole, associé de Rockefeller, aurait dépensé 50 millions de dollars de sa poche pour ce projet. En équivalent moderne, cela fait des milliards. Pourquoi? Quel était l'objectif? Key West était à l'époque une île perdue avec une population de quelques dizaines de milliers d'habitants. Il n'y avait aucune rentabilité économique à la relier au continent, et cela ne pouvait pas en être autrement. Transporter des ananas et des cigares? Sérieusement? Vous construiriez la réalisation d'ingénierie la plus complexe de l'histoire de l'humanité, mettriez en danger des milliers de vies, dépenseriez une fortune pour transporter des ananas. C'est absurde. Les capitalistes de l'époque savaient compter l'argent mieux que nous. Si Flagler a investi dans ce projet, c'est qu'il savait quelque chose que nous ignorons. Ou, ce qui est beaucoup plus probable, qu'il n'a rien construit de zéro. Regardez les anciennes cartes. Les cartes de navigation des XVIe et XVIIe siècles dépeignent souvent la chaîne d'îles des Florida Keys comme une terre continue ou comme une structure reliée par des ponts. Et si Flagler n'avait pas construit la voie ferrée, mais l'avait déterrée? Et si ces monstres de béton plongeant dans l'eau étaient les vestiges d'une civilisation ancienne, plus avancée, emportée par une catastrophe précédente? Alors on comprend pourquoi les délais étaient si serrés. 7 ans, c'est un délai irréaliste pour une construction, mais tout à fait réaliste pour une restauration. Cela explique aussi l'absence de photos du processus même de coulage des fondations sous l'eau. Elles n'existent tout simplement pas, parce que les fondations étaient là bien avant la naissance de Flagler. Les ouvriers se contentaient de poser les rails sur des constructions mégalithiques déjà existantes, nettoyées de la vase et du sable. Nous ne voyons pas le triomphe de la pensée ingénierie du début du XXe siècle, mais une appropriation éhontée. L'usurpation d'un héritage étranger. On nous a servi les ruines d'une grande époque comme du neuf, pour que nous ne posions pas de questions superflues sur ceux qui vivaient ici avant nous. Et ce train filant sur l'eau n'est pas un symbole de progrès, mais un symbole de notre cécité. Nous contemplons un miracle et nous croyons qu'il a été créé par des hommes armés de pioches, alors que nos yeux nous hurlent le contraire. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si on creuse plus profondément dans la documentation technique, on découvre des faits qui font dresser les cheveux sur la tête. Laissons de côté les émotions et tournons-nous vers la chimie et la physique sèche et impitoyable. Le héros principal de cette histoire, c'est le béton. Les sources officielles affirment fièrement qu'un ciment spécial, importé d'Allemagne, a été utilisé pour la construction du chemin de fer maritime, parce que l'équivalent américain ne résistait soi-disant pas à l'environnement marin agressif. Mais tout maçon vous dira que le ciment n'est qu'un liant. Pour faire du béton, il faut du sable, du gravier et surtout de l'eau. Une énorme quantité d'eau douce. Utiliser de l'eau de mer pour mélanger le mortier est absolument interdit. Les sels détruisent l'armature et la structure même du béton en quelques années, transformant le monolithe en poussière. Maintenant, activez la logique. Nous sommes au large de l'océan ouvert. Les sources d'eau douce les plus proches sur le continent sont à des centaines de kilomètres. Sur les îles des Florida Keys, il n'y a pratiquement pas d'eau douce. À peine assez d'eau de pluie pour les habitants locaux. On nous demande de croire à un miracle logistique digne d'une intervention divine. Les historiens affirment que l'eau était transportée en citerne sur des vapeurs. Vous imaginez le volume? Pour couler des centaines de milliers de mètres cubes de béton, il faut des millions de litres d'eau. C'est un convoi incessant de tankers
qui auraient dû naviguer jour et nuit pendant 7 ans. Mais où sont ces tankers dans les registres portuaires? Où sont les dépenses de carburant pour la flottille de ravitaillement en eau? Ces chiffres sont absents des rapports comptables de la compagnie de Flagler. Soit ils prenaient l'eau directement dans l'océan, ce qui aurait condamné la structure à la destruction en 10 ans, soit le béton était déjà là. Observez la qualité de ces piliers. Plus d'1 siècle s'est écoulé. Ils ont survécu à des dizaines d'ouragans de catégorie 5. Le béton moderne en milieu marin commence à s'effriter après 50 ans, nécessitant une réparation capitale. Et les piliers de Flagler se dressent comme des rochers. Cela suggère que nous n'avons pas affaire au ciment Portland du début du XXe siècle, mais à ce béton romain légendaire ou au géopolymère dont le secret est officiellement considéré comme perdu. Une technologie permettant à la pierre de devenir plus résistante au contact avec l'eau de mer. Si Flagler a simplement trouvé ces piliers, il n'avait pas besoin de transporter de l'eau. Il lui suffisait de poser les rails par-dessus. Parlons maintenant des fondations. L'archipel des Florida Keys est composé d'îles coralliennes. Le calcaire corallien est une roche poreuse, comme une éponge. La version officielle affirme que les ouvriers construisaient des coffers-dames, des enceintes étanches, pompaient l'eau à l'intérieur et coulaient les fondations. Mais n'importe quel hydrotechnicien vous rirait au nez. Il est impossible de pomper l'eau d'une enceinte située sur une éponge poreuse au milieu de l'océan. L'eau affluera par le bas à travers le sol lui-même, plus vite que les pompes à vapeur de l'époque ne pourraient l'évacuer. La pression de l'eau à 10 mètres de profondeur est énorme. Pour couler le béton à sec, il fallait étanchéifier le fond de l'océan sur des hectares alentour. En 1905, de telles technologies n'existaient pas. Donc, soit il coulait le béton directement dans l'eau, ce qui entraînerait son lessivage et un manque de solidité, soit, encore une fois, les fondations étaient déjà là, profondément enracinées dans la roche, par une technologie inconnue de nous, capable de travailler la matière au niveau moléculaire. Regardez à nouveau les photos de la construction. Qu'est-ce que vous voyez? D'immenses piliers cyclopéens et de minuscules grues en bois, pareilles à des boîtes d'allumettes. Le rapport des échelles entre l'équipement et le résultat provoque une dissonance cognitive. Avec ces grues, on peut soulever une poutre de maison en bois, mais pas des blocs de béton multitonnes ou des seaux de mortier à l'échelle industrielle. Sur de nombreuses photos, on voit les ouvriers simplement s'affairer autour de structures déjà terminées. Cela donne l'impression de fourmis rampant sur le squelette d'un dinosaure. Ils construisent des échafaudages en bois, des planchers, peignent quelque chose, mais le processus même d'érection des gigantesques piliers à partir de rien n'est pratiquement nulle part documenté en dynamique. Il y a des photos avant, mer vide, et des photos après, piliers terminés. L'étape intermédiaire est un trou noir. Et qu'en est-il de la main-d'œuvre? On nous parle de 4000 ouvriers. Où vivaient-ils? Dans des baraquements flottants? Dans la chaleur tropicale, sans antibiotiques, sans assainissement correct, entassés sur des barges au milieu de l'océan? Les épidémies de choléra, de dysenterie et de paludisme auraient dû les faucher par centaines chaque semaine. La mortalité sur le canal de Panama, construit en même temps et dans un climat similaire, était monstrueuse, malgré le soutien des États. Et ici, c'est une affaire privée. La statistique officielle des morts sur le chantier de Flagler est suspectement sous-estimée. Mais même en admettant que 4000 supermen aient travaillé sans relâche, les mathématiques ne concordent pas. Le volume de travaux pour ériger 150 000 de ponts et de remblais en pleine mer exige des dizaines de milliers de bras et une mécanisation moderne. Soit il y avait 10 fois plus d'ouvriers et leurs os gisent dans les fondations de ces ponts, soit
Le volume de travaux était bien moindre, parce que la plus grande partie de la voie existait déjà. Il y a encore un fait que les guides touristiques aiment passer sous silence: les ouragans. En 1906, au tout début du chantier, un ouragan extrêmement puissant s'est abattu sur la Floride. Il a balayé les camps flottants des ouvriers. Des centaines de personnes sont mortes. L'équipement a été détruit. Logiquement, un tel coup aurait dû arrêter le chantier pendant des années, ou y mettre définitivement un terme. Les investisseurs auraient dû fuir. Mais Flagler, comme possédé, poursuit les travaux à double vitesse. Comme si l'ouragan n'avait pas détruit le chantier, mais au contraire, aidé à dégager quelque chose. Peut-être que la tempête a emporté des siècles de sédiments vaseux et de sable, révélant une ancienne voie, et que les constructeurs ont eu plus facile pour travailler? Cela explique leur acharnement fanatique. Ils ont vu qu'une voie ferrée prête se cachait sous l'eau, et compris que la prise en valait le risque. Et enfin, le train lui-même. Regardez les caractéristiques techniques des locomotives de l'époque. Des machines lourdes et peu maniables. La vibration créée par un convoi chargé passant sur le pont est colossale. Les piliers en béton devaient amortir cette vibration. Si les calculs sont faux, ne serait-ce que d'1 millimètre, la résonance détruirait le pont. Qui, au début du XXe siècle, pouvait calculer les oscillations de résonance pour un pont de 7000 de long posé sur un fond instable? C'est du niveau de modélisation informatique. Mais les ponts ont tenu. Les trains ont circulé. Jusqu'à ce que quelque chose se produise, forçant l'élite à arrêter ce projet et à essayer d'effacer son véritable objectif de la mémoire. Nous approchons de l'élément le plus terrifiant. La catastrophe qui a révélé la vraie nature de la structure, et la raison pour laquelle la voie ferrée a été si rapidement recouverte d'asphalte, transformée en autoroute. En 1935, l'histoire du chemin de fer maritime fait un virage brusque, sanglant et absolument illogique, qui arrache définitivement le masque à la version officielle des événements. Le Labor Day, 2e septembre. Sur les Florida Keys, s'abat l'ouragan le plus puissant de l'histoire des observations aux États-Unis. La pression barométrique tombe à des niveaux inimaginables. Le vent arrache la peau du visage. Et une vague de tempête de 6 mètres de haut submerge les îles. Et c'est précisément dans ce chaudron infernal qu'on envoie un train de secours. 10 wagons remplis de vétérans de la Première Guerre mondiale qui, attention, construisaient là une route automobile. Pourquoi des vétérans construisaient-ils une route parallèle à la ligne ferroviaire en service? L'histoire officielle bafouille quelque chose sur les programmes sociaux de la Grande Dépression. Mais si on y réfléchit, cela ressemble à un grand nettoyage. Des milliers d'hommes passés par la guerre, habitués à manier les machines et les explosifs, creusent le sol sur des îles isolées. Peut-être ont-ils déterré ce qu'ils n'étaient pas censés voir, ce qui était sous la couche culturelle et que Flagler n'a pas eu le temps ou la capacité d'exploiter. L'ouragan a détruit le train. La photo du convoi couché sur le côté, au milieu de la tempête déchaînée, est devenue l'icône de la catastrophe. Mais regardez attentivement, non pas le train, mais ce sur quoi il reposait. Le train a été emporté. Les remblais que les ouvriers de Flagler avaient construits ont été emportés. Les constructions en bois ont été réduites en miettes. Mais les ponts en béton, ces arches ajourées, debout en plein océan, elles n'ont même pas branché. Un ouragan de catégorie 5, capable d'effacer des villes de la carte, n'a pas pu infliger de dommages significatifs aux structures principales de la folie de Flagler. C'est un non-sens physique si l'on croit qu'elles ont été construites avec du béton ordinaire au début du siècle.
Les ponts modernes, après de telles charges, nécessitent une démolition immédiate en raison de fissures cachées et de fatigue du matériau. Et celles-ci tiennent toujours. Cela prouve une chose terrifiante pour les historiens. Seule la partie construite par les hommes du XXe siècle a été détruite. Les rails, les traverses, les remblais. Cette partie qui était une surstructure. Tandis que la base, l'assise mégalithique ancienne, a ignoré le coup de la nature avec l'arrogance de l'éternité. Et là se produit la chose la plus étrange. Au lieu de réparer les voies, car les ponts sont intacts, la base est intacte, il suffit de reposer les rails. La compagnie est déclarée en faillite et l'ensemble du complexe est vendu à l'État de Floride. Vous savez pour combien? Pour 640 000 $. Vous n'avez pas mal entendu. Un projet dans lequel on aurait soi-disant investi 50 millions en or, des milliards aujourd'hui, vendu au prix de la ferraille. C'est moins d'1% de la valeur. Aucun capitaliste sain d'esprit n'accepterait une telle affaire s'il avait vraiment construit cela de ses propres mains et de son sang. C'est le comportement d'un pillard qui a trouvé un objet précieux, s'en est servi, l'a cassé et l'a jeté pour presque rien, parce qu'il lui est tombé dans les mains gratuitement. C'est la preuve économique que Flagler n'a pas construit, mais seulement exploité ce qu'il a trouvé. Dès que l'exploitation est devenue impossible à cause de la destruction de la surcouche primitive en forme de rail, on s'est débarrassé de l'objet. Que font les autorités de l'État? Elles ne restaurent pas la voie ferrée. Elles décident de la transformer en autoroute automobile, la célèbre Overseas Highway. Et c'est là que commence le vrai cirque avec la géométrie. Les ponts ferroviaires sont étroits. Pour un train, une seule voie suffit. Pour une autoroute à 2 voies, il faut beaucoup plus de place. On nous dit que les ingénieurs des années 30 ont simplement posé par-dessus des dalles de béton plus larges, transformant les ponts ferroviaires en ponts automobiles. Imaginez la charge. Vous prenez un pont calculé pour une charge verticale de train et vous commencez à l'élargir latéralement, créant d'énormes bras de levier de pression sur les bords. Sans renforcer les fondations, sans élargir les piliers. Tout spécialiste en résistance des matériaux vous dira que la structure aurait dû s'effondrer comme un château de cartes. Le centre de gravité se déplace, les charges latérales augmentent, mais les ponts tiennent. Cela n'est possible que dans un seul cas. Si les piliers initiaux étaient calculés pour une largeur et une charge beaucoup plus grandes que la voie étroite du début du siècle. Peut-être Flagler n'a-t-il utilisé que la partie centrale d'un immense ancien trajet, et dans les années 30, les routiers ont simplement dégagé ou complété les sections latérales qui étaient toujours implicites là. De plus, transformer la voie ferrée en autoroute est le moyen idéal de cacher l'épreuve. Les rails peuvent être examinés. Poinçons, composition de l'acier, largeur de voie étrange. Mais sous une couche d'asphalte, l'histoire meurt pour toujours. Recouvrir de béton est la méthode favorite des restaurateurs d'histoire. Combien de pavés, de forteresses en étoiles et de fondations anciennes reposent aujourd'hui sous les autoroutes du monde entier. L'Overseas Highway est un sarcophage. Nous roulons sur le couvercle d'un cercueil qui dissimule des technologies qui pourraient changer notre monde. Réfléchissez. Pourquoi la Floride précisément? Pourquoi cet appendice des États-Unis? Le triangle des Bermudes est tout proche. Des anomalies magnétiques étranges. Et cette route qui s'en va nulle part, vers la mer. Et si ces arches n'étaient pas à l'origine des ponts? Regardez leur forme. Elles se répètent avec une précision monotone, mécanique, des centaines d'arches identiques. Cela évoque moins un pont qu'un guide d'ondes ou une partie d'une immense chaîne énergétique. Si l'on suppose que l'océan était plus bas autrefois, ou qu'il n'y en avait pas du tout ici, alors cette structure pouvait être un aqueduc, une voie de transport à sustentation magnétique ou quelque chose pour lequel nous n'avons même pas de mots. Flagler a essayé d'adapter ce high-tech du passé à ses locomotives primitives. Mais la nature,
où les mécanismes de protection de la structure elle-même, a rejeté ce corps étranger. Une locomotive sur ses voies ressemblait à une charrette à cheval sur la piste d'atterrissage d'un spatioport. Absurde, dangereux et temporaire. Il y a encore un aspect concernant la démographie. Où sont passés tous ces ouvriers après la construction du siècle? Et après la transformation en autoroute? Des milliers de personnes auraient dû rester vivre en Floride, raconter à leurs enfants et petits-enfants comment ils pétrissaient le béton dans l'océan. Mais le folklore des Florida Keys est vide. Pas de légende familiale, pas de carnet de simples ouvriers décrivant les détails techniques du coulage. Il n'y a que la statistique officielle sèche et des coupures de presse. Comme si on avait importé de la figuration, pris des photos posées, puis dissous dans l'espace. Ou bien il y avait bien moins d'ouvriers, parce que leur tâche se résumait au déblaiement et à un entretien cosmétique. Nous voyons le résultat de millions d'heures hommes, mais nous ne voyons pas les traces de ces millions de personnes dans la génétique et la mémoire de la région. C'est le signe classique d'une falsification. L'objet existe, mais qui et comment l'a construit reste dans le brouillard. Et plus nous scrutons les détails de la structure, plus nous comprenons. Nos ancêtres ne l'ont pas construit. Ils l'ont trouvé. Et ce qu'ils ont trouvé les terrifiait au point de trembler, les poussant à recouvrir la découverte de béton et d'asphalte, rien que pour ne pas admettre leur insignifiance face à une civilisation de géants. Faisons une pause sur le béton et parlons argent et homme. Les mathématiques sont le seul langage sur lequel on ne peut pas mentir. Et ce sont précisément les mathématiques qui transforment l'histoire officielle de la voie de Flagler en un mauvais vaudeville. Regardez les données démographiques du début du XXe siècle. La population de Key West comptait environ 20 000 personnes. C'était une petite ville isolée, vivant de la pêche, de la collecte d'éponges et de la production de cigares. Et c'est pour ce minuscule village, qui ne produit aucune production industrielle stratégiquement importante, qu'on construit un projet d'infrastructure comparable en complexité à un vol sur la Lune. Imaginez qu'aujourd'hui, le gouvernement décide de construire une branche d'Hyperloop coûtant des trillions de dollars vers un village où vivent 500 personnes. C'est un suicide économique. Aucune banque, aucun investisseur, même aussi excentrique que Flagler, n'aurait donné un centime pour cela. Le capitalisme ne fonctionne pas comme ça. La rentabilité d'un tel projet, avec le transport de cigares et d'ananas, prendrait des milliers d'années. Cette contradiction criante ne peut signifier qu'une chose. L'objectif de la construction était tout à fait différent. Soit Key West n'était pas simplement un village de pêcheurs, mais un nœud important, une entrée dans un système géant caché à nos yeux, peut-être souterrain ou sous-marin. Soit la route n'était pas du tout destinée à relier cette île sous la forme que nous la connaissons. Nous regardons la carte et voyons une chaîne d'îles. Et si on regardait le relief du fond marin? Les géologues savent que le niveau des océans mondiaux n'a pas toujours été le même. Si on enlève l'eau, les Florida Keys sont les sommets d'une chaîne de montagnes ou les bords d'un gigantesque plateau. Ces ponts ont pu être construits quand ici c'était la terre ferme, où le niveau de l'eau était beaucoup plus bas. Ils ne reliaient pas des îles, ils passaient au-dessus de canyons. Cela explique la hauteur et la puissance des piliers. Flagler n'a pas construit un pont au-dessus de la mer. Il a simplement adapté la partie supérieure d'un ancien viaduc qui traversait autrefois la terre ferme jusqu'à ce que l'eau engloutisse cette zone. Nous sommes une civilisation vivant à l'étage supérieur d'un gratte-ciel inondé. Et nous croyons naïvement que nous avons construit cette maison en ne faisant que repeindre les murs. Regardez le contexte global. Des structures en arches similaires, plongeant dans l'eau ou se dressant des endroits impossibles, sont dispersées dans le monde entier. Écosse, Inde, Chine, Russie. Partout, nous voyons la même signature architecturale.
ce soi-disant style antique que les historiens attribuent timidement tantôt aux Romains, tantôt aux féodaux locaux, tantôt aux colons du XIXe siècle. Mais la signature est la même. Blocs standardisés, maçonnerie polygonale, voûte en arc, résistance sismique incroyable. Cela indique l'existence d'une civilisation globale unique qui dirigeait la planète avant nous. Un standard de construction unique, un réseau de transport unique. La route vers Key West n'est qu'un fragment survivant de cette toile globale, que les catastrophes naturelles n'ont pas eu le temps ou la capacité de détruire complètement. Nous l'appelons le chemin de fer de Flagler, mais nous aurions tout aussi bien pu appeler les pyramides égyptiennes les entrepôts de Napoléon, simplement parce qu'il y est passé. L'appropriation, voilà le mot-clé de notre époque. Et maintenant, réfléchissez aux technologies de traitement des métaux. Les rails. Dans les conditions d'un brouillard marin saturé de sel, l'acier du début du XXe siècle aurait dû se transformer en rouille friable en 3-4 ans. La corrosion dans cette région ronge les carrosseries de voitures jusqu'à les percer en 5 ans. Mais on nous montre des photos où les rails gisent pendant des années et les trains y circulent. Soit Flagler possédait le secret d'un acier inoxydable supérieur aux alliages modernes, soit les rails étaient un matériau consommable qu'on remplaçait constamment, cachant des pertes monstrueuses rien que pour maintenir l'illusion de fonctionnement de l'objet. Ou bien, et c'est ce qui effraie le plus, les structures métalliques que nous voyons sur les vieilles photos étaient faites d'un acier que nous ne connaissons pas. Peut-être étaient-ce les restes d'alliage de cette même civilisation précédente que nous avons appris à refondre, mais pas à recréer. Nous avons dégénéré. Nous regardons ces ouvrages avec des iPhones à la main. Mais nous ne pouvons pas reproduire la maçonnerie que faisaient soi-disant des ouvriers illettrés en sandales. Cela provoque un sentiment de profond malaise, n'est-ce pas? L'impression qu'on nous a trompés, non pas sur des détails, mais sur l'essentiel. La compréhension de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas le sommet de l'évolution. Nous sommes des survivants d'un naufrage qui ont trouvé sur la plage les restes d'un grand paquebot et essaient d'en construire une cabane. L'histoire officielle masque soigneusement ce fait, en inventant des héros solitaires comme Flagler pour expliquer la présence de ruines cyclopéennes. Ils ont besoin que nous croyions au progrès linéaire, de la branche à fouir à l'iPhone. Admettre que, il y a 100 ou 200 ans, les technologies de construction surpassaient les nôtres, c'est admettre le fait d'une dégradation globale ou d'une catastrophe qui nous a renvoyés à l'âge de pierre, d'où nous venons tout juste de commencer à émerger au XIXe siècle. Rappelez-vous les photos de l'inauguration de la voie ferrée. Foule de gens en chapeau, drapeaux, musique. Cela ressemble à un culte du cargo. Des sauvages qui trouvent un avion en fonctionnement, le peigne de leur motif est pris devant lui, sans comprendre les principes de l'aérodynamique. Le train rampant sur ses arches majestueuses au milieu de l'océan paraît étranger. Il est trop petit, trop primitif pour un tel socle. C'est comme lâcher une petite voiture de jouet sur une piste de Formule 1. La dissonance des échelles nous hurle. Ce n'est pas à vous. Vous avez juste occupé cet espace. Et les autorités le savaient. C'est précisément pourquoi, dès que le masque a été arraché par l'ouragan de 35, elles se sont empressées de tout recouvrir d'asphalte. L'autoroute en béton dépersonnalise. Elle cache les détails. Elle transforme un artefact unique de l'Antiquité en une route utilitaire pour touristes. Le crime parfait. Mais le plus terrifiant n'est même pas cela. Le plus terrifiant, c'est le silence. Pourquoi les océanographes notent-ils pas les bases de ces ponts? Pourquoi n'y a-t-il pas de rapport détaillé sur la composition du béton en profondeur?
Pourquoi toute tentative de prélever des échantillons de matériaux de la partie inférieure des piliers rencontre-t-elle une résistance bureaucratique? La zone autour de nombreux piliers a un statut qui limite la plongée et les recherches. Qu'y a-t-il sous l'eau? Peut-être voit-on là que les piliers ne s'enfoncent pas dans le sable, mais sont les sommets d'immenses bâtiments ou de structures techniques. Peut-être les piliers sont-ils les tours d'une ville engloutie que nous avons adaptée en pont? Nous sommes au seuil d'une conclusion effrayante, mais inévitable. L'histoire du chemin de fer de Flagler n'est pas simplement un récit de corruption ou d'erreur d'ingénierie. C'est un dysfonctionnement systémique dans la matrice de l'histoire officielle, par lequel s'infiltre une lumière éblouissante de vérité. Si nous admettons qu'au début du XXe siècle, les hommes ne possédaient pas les technologies pour une telle construction en océan ouvert, alors nous devons reconnaître l'existence d'une civilisation hautement avancée qui était ici avant nous. Une civilisation dont les capacités à manipuler la matière, la gravité et l'énergie surpassaient nos fantasmes les plus audacieux. Nous vivons dans un monde post-apocalyptique. La catastrophe globale que les chercheurs alternatifs appellent le Grand Déluge ou le reset des paramètres est survenue très récemment, peut-être au milieu du XIXe siècle. Elle a balayé des milliards d'humains de la surface de la Terre, modifié les contours des continents et élevé le niveau des océans, transformant des chaînes de montagnes en archipels comme les Florida Keys. Henry Flagler et ses contemporains ne sont pas des génies de la construction, mais les premiers colons sur les ruines d'un monde périmé. Ils sont arrivés dans des villes vides, ont déterré des bâtiments ensevelis sous l'argile et le sable, restauré ce qu'ils pouvaient comprendre et s'en sont appropriés la paternité. La voie ferrée à travers la mer est une tentative désespérée des nouveaux maîtres de la vie pour utiliser les immenses vestiges infrastructurels du passé. Mais ils n'en comprenaient pas la véritable destination. Probablement, ces constructions en arches n'étaient pas des artères de transport au sens où nous l'entendons. La forme des arches, leur positionnement dans l'eau, l'utilisation de matériaux spécifiques, tout cela suggère l'obtention d'énergie de l'atmosphère ou de l'ionosphère, des technologies de transmission sans fil d'électricité dont parlait Nikola Tesla. Tesla n'inventait rien de nouveau. Il se rappelait simplement où trouvaient les plans de cette époque. Flagler, lui, a essayé de faire passer sur ce dispositif technique extrêmement complexe une locomotive primitive brûlant du charbon. C'est comme utiliser un microscope pour enfoncer des clous. Naturellement, le système n'a pas fonctionné comme prévu. Et la nature, ou l'énergie résiduelle de l'objet, a rejeté cette intervention par l'ouragan de 1935.